Bonjour tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture. Avant de commencer, je voulais juste souhaiter la bienvenue aux petits nouveaux qui sont arrivés à mon avis grâce à la vidéo de ma palle du Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà, bienvenue, je suis contente que mon contenu vous plaise apparemment et j'espère que mon contenu continuera à vous plaire. Alors, aujourd'hui j'ai 1, 2, 3... J'ai 10 romans à vous présenter, donc on va pas trop traîner parce qu'on va en avoir pour un moment. Mais ça devrait aller globalement parce qu'on a quelques suites de sagas et on a également certains romans que je vais pouvoir vous présenter ensemble. On a en partie des romans qui étaient dans ma pile à lire de l'été que je vous avais présenté au mois de juin et si je compte au total, j'ai pas compté exactement mais je pense que sur l'été j'ai lu une quinzaine de romans donc j'ai largement validé mon challenge vu que j'avais prévu d'en lire 12 ou 13 je crois. Donc je suis plutôt contente. Le premier qui rentre dans cette pile à lire de l'été, c'est le dernier tome de l'intégrale de Franck Tillier dédié à Charcot et Enebel. Donc ici Atomka. Comme je vous le dis, c'est une suite de saga, donc on va pas s'attarder. Ici, on suit donc Charcot et Enebel, on va suivre l'évolution de leur relation. Et côté enquête, on est, comme vous pouvez le deviner avec le titre, dans un contexte nucléaire. Il va également être question de très grand froid. J'ai plutôt aimé cette enquête, c'est pas celle qui m'a le plus convaincue de cette intégrale, celle que j'ai préférée c'est Gattaca, c'est celle qui m'a réellement fait frissonner, qui m'a aussi posé quelques questions sur le monde qui nous entoure, ça a été celle qui m'a le plus convaincue d'un point de vue construction de l'intrigue, mais Atomka reste quand même très sympa. J'ai beaucoup aimé l'approfondissement de la relation des personnages, j'ai hâte de poursuivre. Donc voilà, globalement pour vous parler de cette intégrale, j'ai beaucoup aimé donc la rencontre de Charcot et Enebel, j'ai beaucoup aimé l'évolution de leur relation, et ce que j'ai adoré aussi, c'est que dans chacun de ces tomes, on a beaucoup voyagé. Si je fais un bilan, on est allé au Québec, en Égypte, au Brésil, et en Russie, donc on a vraiment bien voyagé, on a abordé plein de sujets différents d'un point de vue scientifique et criminel, c'était vraiment très chouette, mais comme toujours, c'est du Tillier, donc forcément j'adhère. Mais voilà, si vous connaissez pas cette saga de Franck Tillier, je vous la conseille. Deuxième lecture qui rentre dans la pile à lire que je vous avais présentée au mois de juin, il s'agit de The Watchmaker of Filigree Street de Natasha Pulley. Vous étiez quelques-uns à m'avoir dit que vous faisiez de l'œil, et moi aussi il me faisait très envie. Et pour tout vous dire, il fait partie de mes plus grosses déceptions de cet avis lecture. C'est pas tellement que c'était une mauvaise lecture, mais je sais toujours pas quoi en penser en fait. Pour vous en parler un petit peu, on va suivre un jeune homme, Nathaniel, qui se fait surnommer Thaniel. On est à la fin du 19e à Londres. Et en fait, on est dans un Londres très ancré historiquement, le contexte historique est là, mais ça reste une uchronie dans le sens où on est dans une Angleterre où en fait le Japon a des liens très très forts avec l'Angleterre, et la relation entre les deux pays a pris une grande place dans la diplomatie des deux pays, mais aussi dans la vie de tous les jours. Il y a une immense communauté japonaise à Londres, etc. Ils ont un certain rôle à jouer dans l'économie, dans la politique. Et on va donc rencontrer Thaniel, qui travaille, lui, au ministère des Affaires étrangères. Il travaille au Télégramme. Et un jour, il va découvrir chez lui une montre, et il ne sait pas de qui lui a offerte, est-ce que c'est un cadeau, est-ce que c'est un oubli, qui s'est introduit chez lui pour la déposer, etc. Et un jour, cette montre va lui signaler qu'un drame va arriver, et effectivement, une bombe va exploser à Scotland Yard, et Daniel va faire partie des rares survivants. Là, il va mener l'enquête sur cette montre, comment ça se fait qu'il a été le seul à être sauvé, d'où vient cette montre, est-ce que c'est le terroriste qui a voulu le prévenir, est-ce que c'est une bonne âme charitable qui avait eu vent de l'attaque et qui a voulu le prévenir, etc. On ne sait pas. Il va mener l'enquête et il va remonter jusqu'à un horloger qui fait donc partie de la communauté japonaise de Londres. Et de là découle tout un tas d'aventures, mais aussi de relations entre différents personnages. On fait également la connaissance d'une jeune femme, Grace, qui est issue de la noblesse, mais elle, ce qu'elle veut, ce n'est pas se marier, elle veut pouvoir étudier et mener ses recherches sur, je crois qu'elle travaille sur le temps et la matière, tranquillement dans son coin, sauf que si elle reste célibataire, elle n'aura pas d'argent pour mener ses recherches, donc elle est un peu dans un dilemme. Et donc tous ces destins de personnages vont s'entrecroiser, je vous en dis pas plus sur l'intrigue. Pour vous parler de mon ressenti, c'est très compliqué, j'ai eu énormément de mal à rentrer dans ce livre, c'était très fouillis, on avait des informations par-ci par-là, des fois on était au Japon 10 ans plus tôt, ensuite à Londres quelques années plus tard, puis on venait au Japon mais à un autre moment, on suivait d'autres personnages.
On suit toute une myriade de personnages et comme vous le voyez, c'est quand même un roman assez court. Il fait 320 pages. Et en fait, en 320 pages, l'intrigue se résout, on arrive à la fin, donc c'est pour vous dire qu'il se passe tout un tas de choses en très peu de temps, et au final, je suis clairement restée sur ma faim. Le style n'était pas désagréable, loin de là, mais c'était vraiment très fouillis. Je suis pas sûre que je me souviendrai de ce qui se passe d'ici un mois, peut-être deux. C'est très très spécial. Encore une fois, la plume n'est pas désagréable, loin de là, mais ça n'a pas suffi pour moi à sauver ce roman dans son ensemble. Maintenant, si vous avez envie quand même d'une uchronie très particulière, clairement, on voit pas ça tous les jours, pourquoi pas. Alors, toujours dans la pile à lire que j'avais prévu de lire cet été, j'ai lu The Animals at Lockwood Manor de Jane Healey, avec cette très très belle édition avec des dorures, tout un tas d'animaux, etc. C'est d'ailleurs la couverture qui m'avait tentée à l'origine. Pour vous parler de celui-là, on est en 1939 et on va suivre Hattie, donc Henrietta, qui travaille au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres et qui va être en charge en fait d'évacuer les collections du Muséum d'Histoire Naturelle, donc les collections d'animaux empaillés, de fossiles, etc. et de les emmener dans une maison de campagne. C'est le manoir d'un lord, donc Lord Lockwood, qui a accepté, en fait, son option, c'était soit il recueillait des enfants qui avaient été évacués de Londres, soit il recueillait une collection de musées. Et en fait, Henrietta va se rendre compte qu'il se passe des choses très étranges dans ce manoir, qu'il y a une ambiance très très pesante. Elle va rencontrer et se lier d'amitié avec la fille du lord, sauf que cette jeune femme a très clairement des gros problèmes psychologiques. Elle a eu une enfance, une adolescence et un début d'âge adulte très chargé. Elle a perdu sa mère et sa grand-mère dans des circonstances tragiques. Et on va se rendre compte que l'ombre de sa mère plonge sur le manoir jusqu'à que ça devienne vraiment quasiment invivable pour Hattie, pour Henrietta. Alors, ce roman est plutôt court. Il fait 330 pages. Et pendant environ 200... presque 300 pages, je me suis ennuyée à mourir. C'est-à-dire que c'était des descriptions d'animaux empaillés, des descriptions de discussions avec le Lord, des réflexions de Henrietta sur si j'arrive pas à retrouver l'animal empaillé qui a disparu, je vais perdre mon travail, etc., etc. Et c'était long, et c'était pesant, et la plume était correcte mais sans plus. Et en fait j'ai bien fait parce que la fin m'a réellement surprise. Sur le coup, je m'y attendais pas du tout. Mais pas parce que c'est une fin exceptionnelle, je pense surtout que parce que je m'étais tellement ennuyée avant que je m'attendais plus à rien et que donc forcément j'ai été surprise. Ça prend un tournant assez sombre qui, malgré tout, est plutôt bien mené, plutôt bien amené. Et après, en finissant le livre, je me suis dit, mais enfin c'est marrant, ça m'a surpris, mais en même temps ça m'a rappelé d'autres choses, et c'est clairement en fait un schéma, déjà peut-être avec la description que je vous en ai faite, un schéma à la Rebecca de Daphné du Maurier, même si je ne l'ai pas encore lu, je connais le pitch. C'est un schéma un petit peu à la Northanger Abbey de Jane Austen, mais en fait, en réfléchissant, ça m'a surtout rappelé Atonement de Ian McEwan. Je vous mettrai la couverture en bas de l'écran, qui est un de mes romans préférés de tous les temps. Donc celui-là n'arrivera pas à la cheville de Atonement, parce que là c'est que la fin qui m'a plu, tandis que dans Atonement j'ai tout adoré du début à la fin. J'ai surtout adoré me faire mener par le bout du nez sans m'en rendre compte et me retrouver le bec dans l'eau sur les dernières pages. Mais on retrouvait quand même cet aspect-là, à la différence que dans Atonement, on ne se limite pas à une maison, on évoque aussi la guerre, on se retrouve à Londres pendant le Blitz, on est en France, on est dans plein d'endroits dans Atonement, on couvre plusieurs périodes. Donc ça, c'est comme si on était resté au début de Atonement, quand on se retrouve dans la maison, et qu'on n'en était pas sorti pendant plusieurs mois. Malgré tout, donc ça reste une bonne lecture, mais j'ai quand même l'impression que ça tire clairement ses inspirations d'autres livres qui l'ont fait mieux que Jane Healey. Malgré tout, ça n'empêchera pas que je pense que je pourrais retourner vers cette autrice parce que, bah, quand même, elle a su me surprendre et elle a su amener une certaine profondeur dans ce roman. Donc, si vous avez l'occasion, pourquoi pas tenter si c'est le genre de thématique qui vous plaise. On va enchaîner avec un roman. Je vous l'avais montré dans ma vidéo dédiée à ma pile à lire et à mon rapport à ma pile à lire en vous disant que c'était une lecture toute fraîchement arrivée dans mes étagères et que j'allais le lire de suite. Eh bien, c'est chose faite.
J'ai lu très récemment Les McCoy, le tome 3 de Alexiane Thiel. Je ne vais pas m'attarder dessus dans la mesure où il s'agit d'un tome 3, mais juste pour vous brosser un petit peu l'histoire globale. On est ici en Écosse, il s'agit d'une romance, hein, c'est édité chez Hugo dans la collection New Romance. On est en Écosse, dans les tomes 1 et 2, on va suivre Phèdre, qui est une Française qui se retrouve à Édimbourg et qui cherche un petit boulot parce qu'en fait elle veut enquêter sur ses origines, parce que son père était écossais, mais il est décédé il y a plusieurs années. Et elle veut enquêter sur ses origines, sauf qu'elle va se retrouver au milieu de conflits entre des clans écossais, et l'un des chefs de clan va la prendre comme pupille. Ça devient un peu sa protégée au sens où elle n'a plus le droit de faire ce qu'elle veut, elle n'a plus le droit d'aller où elle veut, etc. Elle est obligée de rester sous la protection directe du chef de clan, donc d'habiter avec lui, etc. etc. Va s'en suivre, vous en doutez bien, une romance avec donc le chef de clan qui est Caleb. Ça occupe les 2 premiers tomes, j'avais adoré, je les avais enchaînés tous les 2 l'année dernière. Et ici, on est sur le tome 3, on suit ici le bras droit de Caleb, donc Duncan, et sa petite sœur Elizabeth, qui ont grandi tous les 2 ensemble sur les terres du clan, mais que la vie a séparé, que des événements dramatiques ont séparé, et ici Elizabeth va revenir sur les terres du clan suite à un tour du monde, et va donc essayer de reprendre sa place au milieu du clan. Ce que j'adore dans cette saga, c'est évidemment qu'on est en Écosse, mais c'est que l'autrice a réussi à créer alors c'est pas une mythologie, mais tout un système, tout un fonctionnement autour des clans écossais, et qui apparaissent un peu comme une sorte de mafia qui tirerait les ficelles de l'Écosse dans le dos du gouvernement, et qui serait même bien plus puissant que le gouvernement. Et c'est très très chouette, c'est très bien fait, c'est plutôt bien écrit, il y a de l'humour. Dans ce tome-ci, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait beaucoup d'action, et au final la romance passait un petit peu au second plan. On a eu que une scène, voire une scène et demie de romance à proprement parler, au sens de romance olé olé, mais c'est tout. Sinon j'ai beaucoup aimé la relation entre les personnages, et j'ai hâte que le tome 4 sorte. Il arrive à la fin du mois de septembre, il me semble, et on va suivre pour le coup un nouveau couple de personnages, je ne me souviens plus de qui, mais donc voilà, si vous cherchez une bonne romance très moderne et pas trop olé olé, qui en plus se passe en Écosse, ça c'est vraiment fait pour vous. On passe à 2 romans que je vais vous présenter ensemble. Il s'agit de Go the Distance de Jane Colnita, qui est un Twisted Tale, et de Evil Thing de Serena Valentino, qui est lui un tome de la saga des Villains. Donc si je vous les présente ensemble, vous avez compris, c'est parce qu'on est sur 2 méchants Disney. Ici on est avec Hades, ici on est avec Cruella. Celui-là, je l'attendais avec grande impatience. J'adore la saga des Twisted Tales. Hades est mon vilain préféré de tout Disney. Hercule est un de mes Disney préférés, donc forcément, je l'attendais avec grande impatience. C'était très chouette, sans plus, mais ça reste très chouette. En fait, ce qui m'a un peu déstabilisée, c'est que au final, on est beaucoup plus avec le personnage de Megara qu'avec Hades. Et aussi que j'ai trouvé que dans ce tome, Hades était bien moins méchant que d'autres méchants dans les Twisted Tales, qui sont censés normalement un peu devenir les grands gagnants de l'histoire dans les Twisted Tales. On va suivre donc Megara. Ça commence à la toute fin du dessin animé. Si vous vous souvenez, le dessin animé termine, Hercule se voit proposer l'accès à l'Olympe par Zeus et Héra, sauf que il choisit de rester avec Megara, et donc on arrive à ce passage-là où en fait Héra fait un deal avec Megara. Elle lui dit: si tu arrives à sauver une mortelle précise, je vous dévoile pas qui, tu auras le droit de toi aussi accéder à l'Olympe et de devenir une déesse. Et Megara accepte, et ensuite elle va forcément rencontrer dans ses aventures Hadès, elle va être amenée à aller en enfer. Elle va retrouver Philoctète, elle va retrouver Pégase, etc. On va retrouver tout un tas de divinités qu'on voit pas forcément dans Hercule, ou en tout cas qui sont au très arrière-plan. Par exemple, on a des interactions avec Aphrodite, on a des interactions avec Athéna, etc. Une autre divinité aussi apparaît, mais j'ai pas envie de vous en parler parce que ça serait vous spoiler ce qui se passe avec Hadès. Mais globalement, c'était très chouette. Maintenant, comme je vous le dis, Hadès est un peu au second plan, j'aurais aimé qu'on en ait plus. Il arrive à plus de la moitié du roman, il me semble, vraiment en tant que personnage actif dans l'histoire, et il n'est pas très très méchant. Si vous attendez un Hadès très méchant, très sarcastique, très ironique, très manipulateur, comme on peut le connaître dans le dessin animé, c'est pas le cas. Maintenant, ce que j'ai apprécié, c'est que, malgré tout, ça respecte quand même davantage la mythologie que le dessin animé, dans la mesure où Hadès, dans la mythologie grecque, n'est pas méchant. C'est un dieu comme les autres qui a son rôle à jouer. Serena Valentino aborde aussi
une thématique, une facette très importante de l'histoire d'Hadès, avec l'introduction, comme je vous le disais, d'un personnage qui est majeur dans la mythologie grecque et dans la mythologie qui concerne Hadès, donc ça c'était très très chouette. Une autre chose que j'ai appréciée aussi, c'est que, même si au final ça ne mène à rien, vu que Mégara se rend compte que c'est pas le cas, elle, c'est au tout début du roman, elle doute de Zeus et de son honnêteté, et ça j'ai beaucoup aimé parce que on sait que les Zeus et Héra du dessin animé sont à 1000 lieues des Zeus et Héra de la mythologie. À la limite, c'est plus eux les vrais méchants de la mythologie que Hadès, clairement, surtout Zeus. Mais voilà, c'était très chouette au niveau réinterprétation mythologique. Disons que c'était un peu plus convaincant comme réinterprétation mythologique que comme réinterprétation du Disney, si vous voyez ce que je veux dire. C'était bien écrit, c'était agréable à lire, c'était plutôt drôle. Sachez que c'est très accessible à lire en anglais. Peut-être regardez-vous le dessin animé en anglais et ensuite lisez-vous celui-là si vous voulez le lire en VO. Mais franchement, ça reste quand même très divertissant, très agréable. Ça fait largement le job. Ensuite, donc on passe à Evil Thing. Lui, je l'ai fini hier, c'était ma toute dernière lecture de l'été et du mois d'août. Ici, elle fait... j'ai l'impression qu'elle repart un peu à zéro dans la saga des Villains. Si vous avez déjà lu la saga des Villains, sans spoiler ceux qui ne l'ont pas lu, vous saurez qu'il y a un arc narratif qui couvre les 6 tomes, qui part du fait qu'il y a 3 personnages qui ont un rôle à jouer et qui servent de fil conducteur dans les 6 tomes, et que quand on arrive à la fin du 6e tome, cet arc narratif est bel et bien bouclé. Là, l'autrice a fait le choix de partir sur quelque chose de complètement différent. J'aurais bien aimé avoir un petit préface ou un petit postface qui explique ce choix, peut-être, parce que ça m'a un peu déstabilisée. Dans la mesure où dans les 6 premiers tomes des Villains, on est dans un univers qui englobe tous les méchants, tous les royaumes de princesses, etc., et qui est un univers de fantasy cohérent dans la mesure où toutes les histoires sont reliées. Tandis que là, on est clairement dans notre monde, il est fait référence à des personnages historiques qui ont réellement existé, et donc on n'est plus du tout dans un univers de fantasy. Il n'y a pas de place pour la magie, à part peut-être un aspect qui laisse poser question sur est-ce que c'est réellement de la magie ou pas. Mais on se rapproche plus, si vous l'avez vu, du film de Cruella qui vient de sortir là très récemment sur Disney+, ou de la version de Cruella qui est dans Once Upon a Time, la série ABC. Donc j'ai beaucoup aimé, mais simplement, si vous avez déjà lu le reste de la saga des Villains, ne vous attendez pas à quelque chose qui soit dans cette veine-là, ce sera pas du tout le cas. Pour moi, il aurait eu sa place en stand-alone, sauf qu'à mon avis, ils ont voulu capitaliser sur le succès de la saga précédente. Ici donc, on suit Cruella depuis qu'elle est toute petite, on la voit grandir avec ses parents, sa mère qui est... donc ses parents sont très aisés, elle vit dans un manoir immense avec énormément de serviteurs qui travaillent pour eux. Son père a l'air d'être un homme bien sous tout rapport, très riche, noble certes, mais un homme honnête, un homme bon, foncièrement bon. Et sa mère, elle, par contre, on a l'impression qu'elle se moque de tout, donc de sa fille, de sa famille, elle se moque de tout sauf de son argent et de ses habits, c'est clairement l'image qui nous est donnée d'elle. Et donc Cruella va vivre entre ses 2 parents jusqu'à que son père meure et que leur vie soit chamboulée. On y croise également Anita, parce que dans cette version, elles ont été élevées quasiment ensemble, en fait, même si Anita n'est pas d'extraction noble, elle est élevée avec Cruella. Et on arrive petit à petit jusqu'au début des Descendants dalmatiens, et ensuite, elle nous fait le bilan de ce qui se passe après les Descendants dalmatiens, mais voilà, c'est réellement la backstory de Cruella. J'ai bien aimé le fait que ça aborde tout un tas de questions sur la société anglaise de l'époque, sur le système de classe, sur la place de l'argent, de la noblesse, sur les relations entre les différentes classes, notamment elle qualifie certaines personnes de in-between, donc de gens au milieu, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas de sang noble, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent, mais en même temps qui ne font pas partie de la classe de servants. C'est le cas par exemple, selon elle, de Anita, qui est donc élevée avec elle, même si elle n'a pas de sang noble. C'est le cas également de sa préceptrice. Donc il y a toute une réflexion là-dessus, il y a aussi une réflexion sur la place de la femme. Je vous en dis pas plus, mais il est réellement question d'une certaine égalité dans le mariage, et ça j'ai plutôt aimé. On découvre une facette de Cruella qui est assez attachante. Maintenant, c'est pas non plus très fouillé, j'ai préféré le film qui est sorti très récemment, ne serait-ce que parce que les acteurs sont formidables, la musique aussi, et les costumes. J'ai adoré ce film, je sais pas si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire si c'est le cas, mais on reste un petit peu dans cette ambiance.
sans pour autant que Cruella soit aussi attachante que dans le film. Voilà, ça reste clairement une méchante au sens où on l'entend. Ils viennent de sortir un nouveau tome dans la saga des Villains sur Lady Tremaine, donc la marâtre dans Cendrillon. Cendrillon, c'est clairement pas mon Disney préféré, je suis pas particulièrement fan des Disney princesses, et donc je pense que celui avec Lady Tremaine, c'est pas une priorité. Maintenant, si je tombe dessus, je le dirai avec plaisir, ne serait-ce que pour savoir si Serena Valentino continue à faire des tomes indépendants ou si elle va reprendre un arc narratif pour continuer. Ensuite, deux lectures là encore que je vous présente ensemble parce qu'en plus elles sont du même auteur. Il s'agit de Marlowe Murder Club et de A Meditation on Murder de Robert Thorogood, qui sont, vous l'aurez compris, des Cozy Mysteries. Celui-là, je vous en avais parlé dans ma vidéo dédiée aux Cozy Mysteries en vous disant que j'avais très envie de le lire, et effectivement, peu de temps après que la vidéo était publiée, j'ai craqué, je me le suis acheté et je l'ai lu. Et celui-là, si vous reconnaissez... Alors déjà, vous avez peut-être remarqué, j'ai fait la bêtise de le laisser traîner sur mon canapé et ça n'a pas raté. Mon lapin s'est fait un petit snack, il s'est fait plaisir. Mais vous aurez peut-être reconnu, c'est les livres adaptés de la série Meurtre au paradis, qui est donc une série franco-britannique qui a été créée par Robert Thorogood, qui à l'origine est un scénariste en fait, avant d'être un écrivain, c'est un scénariste. Et ensuite, une fois que la série a commencé à avoir son petit succès, on est quand même à 10 saisons cette année, il a décidé de se lancer, et je crois qu'il y a peut-être 3 romans en tout qui se centrent sur l'enquêteur Richard Poole, parce que dans cette série, on a plusieurs enquêteurs qui se succèdent, et les romans suivent Richard, donc le premier enquêteur. Je vais commencer par vous parler de celui-là, même si c'est celui que j'ai lu en deuxième. En fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à Robert Thorogood en tant qu'auteur de Cozy Mysteries, c'est là que j'ai découvert que c'est lui qui avait scénarisé Meurtre au paradis. Meurtre au paradis, moi ça fait des années que j'en entends parler en France, et dans ma tête, à chaque fois, je le reléguais au plan de série, et pardon pour ceux que ça va embêter et qui vont peut-être se vexer, mais pour moi c'était une série pour mamie, du même genre que par exemple Sous le soleil ou Les Feux de l'amour, ou même, et là je sens que je vais en vexer certains, Plus belle la vie. Désolée, mais moi j'aime pas du tout Plus belle la vie. Et j'avais relayé Meurtre au paradis au même plan que ces séries-là, alors que pourtant le mot meurtre aurait dû mettre la puce à l'oreille, mais je sais pas, je l'avais rangé dans la case France Télévisions, les petites séries qu'on regarde avant de manger, ta. Et en fait, je me suis lancée dans la série et j'ai adoré. C'est-à-dire que là, on est le 1er septembre, hier 31 août, j'avais attaqué la saison 8. Donc en l'espace d'un mois, je me suis fait les 8 saisons. Chaque saison comporte 8 épisodes qui font 1 heure, c'est pour vous dire. J'ai adoré, j'adore l'ambiance. Pour les vacances, c'était parfait. Le fait d'être, si vous savez pas, je vous fais un peu le pitch. On est sur l'île de Sainte-Marie, qui est une île fictive des Antilles, qui serait voisine de la Guadeloupe, et qui est une île très particulière dans la mesure où elle a une histoire liée à la fois à la France et à la Grande-Bretagne, et donc qui est une île un peu biculturelle, bilingue, et qui a une identité très particulière. Et un enquêteur, Richard Poole, un Britannique très casanier, le cliché de l'inspecteur britannique, va être envoyé pour une mission sur Sainte-Marie. Il va décider de rester, sauf que lui, il déteste la chaleur, il déteste la plage, il aime pas particulièrement faire la fête, mais il va quand même s'intégrer, et chaque épisode, on suit donc un meurtre. Ça reste du Cozy Mysteries, même si on est avec des policiers, donc des gens dont c'est la profession, ça reste du Cozy Mysteries dans le sens où c'est rarement des crimes très violents, ce n'est jamais des crimes sexuels, hein. Dans le Cozy Mystery, on n'a jamais de crimes à connotation sexuelle, et c'est plein d'humour, je me suis beaucoup attachée au personnage, et forcément, comme j'ai adoré la série, en baladant en charity shop avec ma maman, je suis tombée sur celui-là, donc j'ai foncé. C'est une enquête inédite, hein, ça reprend pas un épisode de la série, et c'était très chouette. On retrouve tous les personnages qu'on voit dans les 2 premières saisons de la série. Je me suis éclatée, ça s'est lu quasi d'une traite. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est que souvent on traite un peu des enquêtes impossibles, vous savez, comme les enquêtes impossibles, l'émission de Pierre Bellemare. Dites-moi si vous avez la référence, s'il vous plaît, mais c'est pas toute seule. Et c'est vraiment ça en fait, à chaque fois c'est un meurtre, mais comment il a pu être commis, ou comment cette personne qui a l'air suspecte a pu l'avoir commis alors qu'elle était clairement pas là. Dans celui-là, encore une fois, on est sur ce schéma, on est dans un lieu, en fait, c'est un domaine
où 2 personnes ont créé une retraite spirituelle et le directeur de cet endroit, qui est aussi comment on dit, le gourou de cet endroit, va être retrouvé mort, entouré de 4 ou 5, je sais plus, 5 participants à la retraite spirituelle dans une pièce fermée dans laquelle personne n'est rentré et personne n'est sorti. On ne retrouve pas d'armes, les 5 personnes étaient visiblement inconscientes ou tout du moins un petit peu assommées. Et on ne se comprend pas qui a pu le tuer, et c'était vraiment super, j'ai adoré. Là, on arrive à l'automne, clairement pour moi, on est le 1er septembre, donc je me suis arrêtée dans la série, je reprendrai dans l'année prochaine, mais ce sera avec grand plaisir, et surtout si je peux me procurer les 2 autres romans, et ben je foncerai. Et donc le deuxième que j'ai lu, c'est The Marlowe Murder Club. On en a beaucoup entendu parler vu qu'il a été traduit très récemment en France sous le titre Les Dames de Marlowe Enquête. On est donc avec le même auteur mais dans un tout autre contexte. On est ici dans la banlieue de Londres, au bord de la Tamise. On va faire connaissance de Judith qui a 77 ans. Sa maison a donc les pieds dans la Tamise. Et elle, son grand plaisir, c'est de nager tous les soirs toute nue dans la Tamise. Donc voilà, 77 ans, elle se fait des petites longueurs toute nues dans la Tamise. Et sa profession, ou en tout cas son occupation, c'est de créer les grilles de mots croisés pour un journal. Elle a une vie, ma foi, tranquille, qui la satisfait globalement, même s'il y a un peu des zones d'ombre sur Judith. Et en fait, un jour, elle va découvrir que son voisin, en face, de l'autre côté de la Tamise, a été assassiné. Et la police traite ça comme un vulgaire cambriolage, sauf qu'elle, elle se rend bien compte qu'il y a un problème. Et elle va se mettre à enquêter, et elle va faire la connaissance de l'enquêtrice qui est en charge de l'enquête. Au début, elle ne veut pas du tout qu'elle enquête, forcément. Elle va aussi faire connaissance avec... On n'a pas les noms des 2 autres. Mais une mère de famille qui est la femme du pasteur, qui a apparemment tout réussi, qui devrait avoir tout pour être heureuse, mais qui clairement s'ennuie dans sa vie, et aussi une dame d'un certain âge, qui elle n'est pas du tout dans la même situation que les 2 autres, elle a une vie beaucoup moins aisée, elle vit toute seule, elle est promeneuse de chiens, ses enfants l'ont un peu abandonnée, et donc voilà, elles vont se retrouver toutes les 3 par un concours de circonstances, à mener l'enquête sur la mort du voisin, et parce qu'en fait on va se rendre compte qu'il y a aussi d'autres morts qui vont avoir lieu. C'était très très chouette, c'était très divertissant, je me suis plutôt attachée au personnage, mais ça reste très chouette. Je sais qu'un tome 2 est prévu, donc je me le suis noté. Mais franchement, si je devais choisir, je pense que je vous dirais que j'ai préféré celui-là, mais c'est peut-être juste une question d'ambiance, le fait de l'avoir lu l'été, que ça se passe dans les îles, etc. Allez, plus que 2 lectures. Hop, je commence par celle-ci. Il s'agit de The Mercies de Kieran Millwood Hargrave. Si vous vous souvenez, je vous en avais parlé au mois de juin, on se trouve ici en Norvège, on est en 1617. Oui, c'est ça, on est en 1617, le soir de Noël, sur une île perdue au nord de la Norvège. Mais quand je vous dis perdu, c'est perdu. C'est-à-dire qu'après, apparemment, même si clairement les connaissances géographiques de l'époque très limitées sont représentées dans le livre, donc on ne sait pas exactement où on se situe, mais pour eux, après, c'est la fin du monde. Ils disent que après, en fait, la mer se termine et on tombe dans un trou, donc on comprend qu'en fait, on est très proche du cercle polaire. C'est une toute petite île avec un seul village et une seule communauté, et un jour, les hommes vont partir pêcher en mer, et d'un claquement de doigts, c'est ce que disent les femmes, une tempête va arriver sur la mer, et les femmes vont voir au loin, depuis la côte, vont voir tous leurs maris, leurs frères, leurs pères, leurs amis se faire engloutir, et ils vont tous mourir sans exception. Ce qui fait que dans le village, sur cette île, ne va rester que les femmes. Elles vont devoir commencer à s'organiser parce qu'il faut bien évidemment se nourrir. Elles vont elles-mêmes se lancer dans des expéditions de pêche. Elles vont aussi s'occuper des travaux de tous les jours, etc. Sauf que ça ne plaît pas du tout à l'église. Le pasteur qui lui était resté derrière, parce que forcément lui il n'allait pas à la pêche, qui est donc le seul homme à peu de choses près qui reste sur l'île, va en informer sa hiérarchie entre guillemets, ou en tout cas va en informer l'église, et ça va arriver jusqu'aux oreilles du roi d'Écosse. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est en 1617, on est donc en plein milieu du règne de James Ier, enfin moi je dis James Ier, en français on dit Jacques Ier. Jacques Ier, c'est son titre en Angleterre, et en Écosse, il était connu sous le titre de Jacques ou James VI, mais c'est le même roi, donc James Ier/VI.
Il faut savoir que c'était un fervent chasseur de sorcières. Il a écrit un traité de démonologie sur comment reconnaître et exterminer les sorcières. Croyez-moi que lui, c'était un adepte de l'ouvrage Le marteau des sorcières. À mon avis, lui, il se l'était fait tatouer presque, hein. Il était fou, ça a été prouvé, les historiens ont prouvé qu'il était fou. Il a eu plusieurs traumatismes dans son enfance qui peuvent expliquer son rapport aux femmes notamment. Mais donc voilà, et ça va arriver aux oreilles du roi d'Écosse, et la chasse aux sorcières a déjà commencé en Écosse. Il faut savoir que la chasse aux sorcières telle qu'on la connaît aujourd'hui a commencé en partie en Écosse, notamment dans les Orcades, qui sont les îles au nord de l'Écosse. Et en fait, la hiérarchie de l'église va envoyer sur place un pasteur écossais, un pasteur tout jeune, mais qui a fait ses preuves dans les Orcades justement. Et donc ce pasteur va arriver en Norvège, et pour être un homme correct et surtout être accepté dans la communauté, il va vouloir se trouver une femme. Donc il va faire un arrêt par Bergen, qui est une ville de Norvège, une des grandes villes de Norvège. Et surtout, il a besoin d'argent pour financer son expédition jusqu'à l'île, et donc il va rencontrer un armateur de bateau qui est un peu à court d'argent, qui avait toujours vécu la grande vie, mais qui, à la suite de la mort de sa femme, a eu tout un tas de déconvenus, qui a perdu beaucoup d'argent. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire le pasteur? Et ben, il va basiquement acheter la fille de l'armateur de bateau pour s'acheter une respectabilité et surtout se trouver un passage jusqu'à l'île dans le nord. Et donc cette jeune fille, Ursula, va être emmenée plus ou moins contre son gré là-bas, sur l'île perdue de Vardo, Vardo ça s'appelle, et elle va rencontrer la communauté de femmes qui jusque-là vivaient tranquillement, sauf que vous vous en doutez, l'arrivée du pasteur, qui représente donc l'arrivée de l'église sur l'île, va complètement bousculer leur vie. Il va se créer de nombreux clivages dans le village entre même les femmes. C'est surtout les femmes en fait qui vont se déchirer. C'est pas tellement lui-même en tant qu'homme, ça va surtout venir des femmes. Ça évoque tout un tas de questions. J'ai pas précisé quelque chose, j'aurais dû le faire d'entrée, c'est inspiré de faits historiques. Donc je vous l'ai dit, le contexte historique de la chasse aux sorcières et de l'Écosse en particulier, ça je vous l'ai dit, mais la tempête qui a englouti les hommes de l'île de Vardo a réellement eu lieu. Ça soulève tout un tas de questions, donc évidemment la place de la femme, évidemment la chasse aux sorcières, mais également ça soulève la question de la place des communautés. Je connais pas du tout le terme officiel pour la Norvège. En fait, il s'agit du peuple Sami, donc c'est le peuple... à l'époque, en fait, la Norvège et la Finlande ne forment qu'un seul État, ou bref, en tout cas, les frontières ne sont pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Le peuple Sami, c'est le peuple qui vit en Laponie, donc ce qu'on appellerait des indigènes ou des natifs. Et jusqu'à présent, ils vivaient en harmonie avec l'île de Vardo. Certains Samis avaient intégré la communauté de Vardo. Sauf que là, évidemment, l'église va remettre en cause leur place parce que pour eux, ce sont des sales païens. Vous vous en doutez bien. Ils ont leurs propres croyances, ils ont leurs propres rites funéraires, etc. Et donc ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'il y a de la représentation LGBTQI+. Ça, c'était très chouette, je m'y attendais pas du tout. Mais sinon, pour tout vous dire, je me suis attachée à aucun personnage, mais vraiment aucun, que ça soit Ursula, donc la jeune fille qui est mariée de force au pasteur, ou que ça soit Maren, qui est une des jeunes filles qui habitent Vardo. Je me suis attachée à personne, ce qui a rendu ma lecture très longue, très pesante. Alors oui, l'atmosphère est pesante, vous vous en doutez, hein, on n'est pas sur quelque chose de très rigolo, clairement, mais le fait de m'attacher à personne, ça a rendu ça très lourd. J'avais qu'une envie, c'était arrivé à la fin. Heureusement qu'il n'est pas très long. Et ouais, c'était dur, j'étais vraiment contente d'en voir la fin. La plume de Kieran Mill Hargrave, je peux pas dire que j'ai accroché. Elle est pas désagréable, c'est pas ça, mais en fait je la trouve chargée et pleine de fioritures pour pas grand chose. Ça m'avait déjà fait ça avec son ouvrage jeunesse Une fille d'encre et d'étoiles. Et aussi pour ça, je vous le conseille clairement pas en VO, ça serait très compliqué si vous débutez en VO. Même si vous avez quelques bases, vous dites pas oui c'est bon, j'ai déjà lu d'autres livres en VO, ça ira. Je pense pas. C'était sympa, ça fait bien le job au niveau historique, ça je peux pas le nier, au niveau historique ça fait bien le job, mais j'ai lu d'autres fictions inspirées de faits réels historiques sur le thème de la chasse aux sorcières qui m'ont bien plus convaincue. J'ai là-haut quelque part Witchlight de Susan Fletcher, oui c'est ça, Susan Fletcher. Witchlight, donc un bûcher sous la neige, qui se passe en Écosse pour le coup, mais qui m'a 10 000 fois plus convaincue, qui m'avait serré le cœur, qui m'avait tiré les larmes, qui m'avait posé tout un tas de questions, alors que là, il n'y a que l'aspect historique en fait qui m'a plu, sinon l'aspect fiction, j'ai eu beaucoup de mal à accrocher. Alors, dernier livre, je le gardais pour la fin, d'une part parce que c'est une de mes lectures les plus récentes, je l'ai fini la semaine dernière, et d'autre part parce que
je savais pas où le mettre sinon, et j'avais vraiment envie de prendre mon temps pour parler de ce livre. Il s'agit de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, que j'ai ici donc en version traduite chez Sonatine. Le titre d'origine c'est The Starless Sea. Ça faisait un moment que j'en entendu parler. Je m'étais jamais lancée. Erin Morgenstern, c'est elle aussi qui a écrit le Cirque des rêves, The Night Circus. Et à chaque fois, ce que j'en entendais, c'est que c'était soit un coup de cœur, soit les gens étaient complètement déconcertés, complètement perplexes, et ne savaient pas franchement quoi en dire, mais il y avait rarement de juste milieu de ouais, j'ai trouvé ça sympa, mais sans plus. Et donc je m'étais jamais lancée, pour tout vous dire, je crois que je l'avais même plus dans ma wishlist. Et en fait, ma maman me l'a envoyé pour mon anniversaire, elle m'a fait la surprise, elle est tombée dessus en librairie, elle s'est dit que ça pouvait me plaire. Forcément, elle l'a trouvé en français, donc elle me l'a envoyé en français, ce qui fait que je crois que c'est la première fois que je lis une traduction depuis... On est en 2021, je pense que la dernière fois que j'ai lu une traduction, ça doit être en 2013. Une traduction de l'anglais, hein, j'entends. Et bien évidemment, je lis d'autres traductions pour les langues que je ne connais pas. Mais ouais, ça doit faire 8 ans que j'avais pas lu de traduction. Donc bon, rien que pour ça, ça vaut le coup de le souligner. Je vais vous parler un tout petit peu du résumé, enfin je vais essayer en tout cas, et ensuite je vous parlerai de mon ressenti vis-à-vis de ce livre. On va suivre Zachary, il supporte pas qu'on l'appelle Zach, donc c'est Zachary, qui est le fils d'une voyante et qui fait des études. Il est en master, en deuxième année de master je crois. Il fait de ce qu'on appelle les nouveaux médias. Donc lui il fait une thèse sur les jeux vidéo, et les jeux de rôle il me semble également, mais surtout sur les jeux vidéo, et notamment le storytelling à l'intérieur des jeux vidéo. Mais ça a aussi toujours été un passionné de livres. Ça, c'est une des premières choses que j'ai aimé dans ce livre, je fais une petite aparté, c'est que il n'y a pas de supériorité qui est affirmée de l'un des deux médias sur l'autre. Vraiment, les jeux vidéo et les livres sont traités comme deux médias à part entière qui ont leur place. Et Zachary, en fait, il est donc à l'université, mais il se souvient que quand il avait 11 ans, un jour, il est tombé dans la rue sur une porte qui était peinte au mur, et qu'il a eu cette intuition qu'il aurait pu ouvrir cette porte, sauf qu'il ne l'a pas fait. Et ça l'a toujours un peu travaillé, et un jour, en faisant ses recherches dans le cadre de son master, il adore passer des heures et des heures à la bibliothèque. En fait, il va à la bibliothèque et il prend des livres comme ça, un peu au hasard, il les lit, il les ramène, et il fait ça un petit peu tous les jours. Et un jour, il va tomber sur un livre dont il n'a jamais entendu parler, je crois qu'il n'y a pas d'auteur dessus, ouais c'est ça, il n'y a pas d'auteur dessus, et surtout, il n'est pas répertorié dans la bibliothèque, c'est-à-dire qu'il va demander de l'aide à la bibliothécaire, et elle n'arrive pas à le scanner en fait, pour pouvoir que Zachary puisse l'emprunter. Donc il va trouver ça très mystérieux, mais il va quand même l'emprunter, il va réussir, et il va le lire le soir chez lui, et en fait il va se rendre compte que dans ce livre est décrite l'expérience qu'il avait eue quand il avait 11 ans, c'est-à-dire d'un petit garçon qui se retrouve devant une porte peinte dans la rue, mais qui ne l'ouvre pas. Et l'histoire se finit par quelque chose comme il ne l'ouvre pas, point, pour l'instant. Point. Et donc forcément, il est complètement, il est choqué, il est très surpris, il est complètement perdu, il se demande mais est-ce que quelqu'un m'a suivi? Est-ce que quelqu'un m'observe depuis tout ce temps? Qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est forcément moi, parce qu'il se reconnaît dans la description, il se reconnaît dans la description des lieux. Et dans ce livre, il y a aussi d'autres histoires qui apparemment n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Mais ça l'obsède clairement, il décide de mener l'enquête, il demande de l'aide à la bibliothécaire, et il va, du fil en aiguille, se retrouver dans une soirée littéraire à New York. J'ai beaucoup aimé cette soirée littéraire, c'était plein de références, c'était très très chouette. Et il va rencontrer quelqu'un, et c'est là qu'il va découvrir ce qu'est la mer sans étoiles. Je vous en dis pas plus, surtout je ne vous dis pas ce qu'est la mer sans étoiles. On va rencontrer tout un tas d'autres personnages, plus ou moins métaphoriques d'ailleurs, certains sont clairement des allégories, et encore on se demande si les allégories elles-mêmes ne sont pas des allégories d'autre chose. Mais c'est là que ça va devenir compliqué, et à mon avis je vais m'en vouloir au montage, parce que ce livre, je sais pas comment vous en parler en fait. C'est à la fois un tout petit peu moins qu'un coup de cœur, mais c'est aussi 10 000 fois plus. C'est très déconcertant au début parce que dans un chapitre, on nous raconte une histoire et c'est clairement comme si on lisait un livre de contes. Ensuite, on est dans l'histoire de Zachary. Ensuite, on nous raconte une autre histoire, mais on sent que cette histoire n'est pas forcément issue d'un livre de contes, mais aurait potentiellement un lien avec Zachary. Et puis on passe à une autre histoire, et puis on passe à une autre histoire, puis on revient sur Zachary. Et puis on avance. Et comme ça, au début, j'ai eu un peu de mal. Je crois que le premier soir, j'ai lu quelque chose comme 50 pages. Le deuxième soir, 100 pages. Le troisième soir, 80 pages. Et les 2 derniers jours, j'ai lu 200 pages à chaque fois, dans les 2 jours.
Donc ça résume bien, à mon avis, en fait, ce qui s'est passé avec ce livre. La plume aussi suit ce chemin, c'est-à-dire qu'au début, elle me paraissait très saccadée. C'est vraiment l'impression que j'avais. Au début, je me disais, mais c'est pas possible, enfin, c'est la traduction, c'est la plume de Morgenstern qui est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est justifié, parce qu'au bout d'un moment, ça commence à un peu s'accélérer, ça commence à avoir du liant, ça commence à prendre du sens. Et en fait, il faut vraiment voir ce livre comme quelque chose entre un puzzle et un labyrinthe. Et c'est valable aussi pour l'écriture. C'est-à-dire qu'on a des bouts de choses comme ça, et on se dit, mais je vais où là? On suit Zachary dans ses recherches, et en fait, au fur et à mesure, on commence à recoller des morceaux, à faire des hypothèses, à se rendre compte que oui, tel personnage est une allégorie, que tel personnage a peut-être un équivalent dans une des histoires qu'on a lues au début du livre, etc. Et tout fait sens, et la plume aussi, et vraiment tout fait sens, en fait. C'est ça que j'ai adoré dans ce livre. Ce livre, si je devais le résumer, en fait, pour moi en tout cas, c'est un livre fait par et pour les amoureux de la lecture. On sent vraiment que Erin Morgenstern est une grande lectrice et qu'elle a compris ce que c'était que d'aimer les livres et qu'elle l'a retranscrit, et ça m'a parlé vraiment en tant que lectrice, ce livre m'a parlé. Je me suis vraiment retrouvée dans tellement de situations. C'est très très poétique, mais sans le côté pompeux que peuvent avoir certains ouvrages poétiques. Si je devais résumer ce livre en 2 mots, je dirais pudeur, mais aussi tendresse. Il y a énormément de tendresse, il y a énormément d'amour dans ce livre. Un peu de pudeur, comme je vous le dis, il y a des sujets pas forcément faciles qui sont abordés, mais c'est fait avec beaucoup d'élégance. Il y a aussi pas mal d'humour, ça je m'y attendais pas, et il y en a, franchement ça m'a tiré quelques sourires et même quelques rires plusieurs fois. Ça m'a tiré les larmes aussi, clairement. J'ai adoré les personnages, ça m'a beaucoup émue, j'ai trouvé ça en fait très juste comme ouvrage, je sais pas comment vous dire autrement. C'est un livre, si je devais encore une fois le qualifier, je dirais labyrinthique, c'est le mot qui m'est venu à l'esprit, très, très onirique, clairement. Aussi un peu, et là ça va peut-être en agacer certains, il a un côté méta, mais alors complètement assumé. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des tonnes de références déjà dans ce livre à d'autres ouvrages qui existent, hein, c'est clairement ancré dans notre monde à l'origine. Euh, et aussi dans son côté un peu palimpseste. Je vous en dis pas plus parce que ça tient à la structure de La Mer sans étoiles, mais on est clairement sur quelque chose de l'ordre du palimpseste, c'est-à-dire des couches, quelque part, entre guillemets, des couches littéraires, c'est-à-dire des choses qui s'empilent les unes sur les autres, des réécritures qui se font les unes sur les autres, et ensuite un nouvel auteur vient et réécrit encore quelque chose par-dessus, etc. Et donc, c'est complètement assumé. Ça peut paraître un peu prétentieux, un peu intellectuel, mais en fait, c'est très bien fait, et il n'y a pas besoin du tout d'être littéraire, et encore moins critique littéraire, pour lire ce livre. Pour tout vous dire, moi, j'ai des notions de critique littéraire, j'ai des notions de littérature, mais c'est très parcellaire. En fait, c'est venu de mon parcours, c'est qu'à un moment, j'étais obligée de les acquérir. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je maîtrise, loin de là, et ça m'a pas gênée du tout. Ça pourrait faire, oui, prétentieux, ça pourrait faire lourdingue, mais c'est pas le cas. Maintenant, je veux pas vous dire que je vous le conseille, parce que c'est un peu embarrassant, je sais pas comment vous le dire, c'est un peu personnel le rapport qu'on peut avoir à ce livre à mon avis, et j'aurais peur de, si je vous le conseille et que vous détestiez, vous disiez mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle est folle, et que moi ça me fasse de la peine quelque part. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est ce genre de livre on peut pas dire que c'est un coup de cœur, parce que c'est pas le cas. Je crois que je vais employer un terme que, il me semble, je me trompe peut-être, j'avais entendu sur la chaîne de Margot Liseuse il y a quelques années, c'est le terme de livre lumière, je crois que c'est ça le terme qu'elle va employer. Et en fait, c'est ça. C'est un livre, je sais très bien que je ne lirai jamais dans mon parcours de lectrice quelque chose qui ressemblera à ça. Et je me souviendrai toujours du moment et de l'état d'esprit dans lequel j'ai lu ce livre. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant La Mer sans étoiles et il y aura un après La Mer sans étoiles pour moi en tant que lectrice. Peut-être que mon avis va évoluer, mais en tout cas je sais très bien que je ne relirai jamais quelque chose comme ça, et je sais très bien que moi-même, je ne serai pas tout à fait la même personne après avoir lu ce livre. Donc, je ne dis pas que je vous le conseille, je ne dis pas que vous allez adorer, que vous allez aimer. Maintenant, si comme moi, vous aimez les livres
et que vous aimez foncièrement les livres, qui parlent de livres, ou en tout cas qui parlent d'histoire, eh bien tentez, donnez-lui sa chance, ne serait-ce que pour voir ce que vous en pensez. C'est très très dur de mettre des mots dessus, j'ai pas envie de dire pour voir si vous allez aimer, c'est pas vraiment ça, mais pour voir comment ce livre va vous parler, c'est plutôt ça en fait. Je pense que d'une manière ou d'une autre, même si on le déteste, ce livre nous parle, nous dit quelque chose. Donc là je l'ai en français, mais j'ai déjà prévu de me le racheter en anglais pour de un tester la plume d'Erin Morgenstern dans sa version originale, de deux, éventuellement voir si la traduction a ajouté quelque chose, parce que je pense aussi que le fait que j'ai adoré, c'est quand même dû à la traduction, hein. Si elle avait été mauvaise, j'aurais pas pu accrocher autant à mon avis. Mais je garderai toujours cette édition, de un parce que c'est un cadeau de ma maman, donc je la remercie parce que sans elle, j'aurais pas fait cette découverte, mais aussi parce que cette édition aura toujours une place particulière pour moi, dans le sens où c'est avec elle que j'ai découvert La mer sans étoiles. Maintenant, pour être honnête, à un moment, quand j'ai fermé ce livre, je me suis dit, allez, je vais aller acheter le Night Circus, le cirque des rêves de l'autrice, mais là en fait, j'ai même plus envie. D'une part parce que l'univers du cirque, c'est pas du tout un univers qui me plaît, qui m'attire, mais aussi parce que j'ai pas envie de gâcher ma lecture du Night Circus en me disant « Ah, ça va forcément être génial, c'est de Erin Morgenstern » et de au final peut-être être déçue, et de si je suis déçue, de gâcher la lecture de celui-là aussi, de ternir un peu l'image qu'il aura pour moi et que cette autrice a pour moi. Mais donc voilà, peut-être qu'un jour je changerai d'avis et je lirai le Cirque des rêves, mais pour l'instant en tout cas c'est pas dans mes projets. Dites-le moi d'ailleurs si je rate quelque chose en ne lisant pas le Cirque des rêves, j'aimerais bien avoir l'avis de quelqu'un, notamment si vous avez lu les deux, dites-moi ce que vous avez pensé de l'un par rapport à l'autre. Je vais m'arrêter là, d'autant qu'à mon avis cette vidéo va être très longue, je vais mettre des heures à monter, notamment les passages qui concernent ceux-là, parce qu'à mon avis j'ai bafouillé, j'ai bégayé, j'ai cherché mes mots, ça va être une catastrophe, mais c'en est tout pour ce point lecture. Je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker si ça vous a plu. Comme toujours, peut-être à recommander cette chaîne à quelqu'un à qui ça pourrait plaire. Je vous dis encore une fois un grand merci et à bientôt. Ciao!